Oh, c'est nul ça, fait tellement parler. Ça va pas faire de vues sur YouTube. Enfin, tu vois, ne pas avoir de Solana en portefeuille pour moi, à l'heure actuelle, ça me mettrait vraiment mal à l'aise. J'en ai pas. Ah merde! Sur l'allocation d'actifs, je suis à 80% en crypto. Le reste en bourse. Ah ouais. La crypto, ça m'a appris ça. C'est de se dire, faut vraiment pas s'affoler. C'est vision long terme, on prend le temps. Et... j'ai l'impression que la plupart des gens ne réfléchissent pas en scénario. Je m'explique. T'auras pas plus d'argent au point B qu'au point A. Donc ton objectif d'investisseur ne sera pas rempli. Mais t'auras raison. Tu vois. Mais... Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle interview où nous allons entrer dans la tête d'un investisseur crypto. L'objectif de ce format est simple, apprendre des expériences des autres, comprendre leurs réussites, leurs erreurs et surtout en tirer des enseignements concrets pour affiner notre approche. Chaque investisseur a une histoire unique, des stratégies qui lui sont propres et une vision du marché qui peut nous inspirer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Menanto qui va nous partager son aventure dans l'univers crypto. Thibaut, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Joe, avec plaisir. Pour commencer, peux-tu nous raconter du coup comment tu as découvert les cryptos? C'est quoi ta première approche? Comment elles sont arrivées à toi? Comment tu es venu à elles? Et ce qui t'a motivé du coup aussi à investir dedans? Yes. Moi, à la base, je viens de l'investissement immobilier. J'ai investi assez jeune en immobilier, dès que j'ai eu à peu près 21, 22 ans, dans une logique de me dire, j'aurai pas de retraite, donc je dois trouver un moyen. J'ai commencé avec l'immobilier. J'ai fait pas mal d'erreurs, hein, on va se le dire, on va être honnête là-dessus. Avec des mauvais locataires et ainsi de suite. Mais du coup, ça m'a forgé pas mal de connaissances et notamment sur la notion de vision long terme et sur quand on doit faire des choses, on doit les faire, même si ça nous plaît pas ou on n'a pas envie en fait. Et en fait, la crypto, je l'ai rencontrée à un moment de ma vie qui était assez particulier puisque du coup, j'étais en totale reconversion professionnelle et enfin, j'étais même en reconversion sans avoir trouvé. Tu vois, le petit stade entre les deux. Et en plus de ça, j'arrivais d'un nouveau territoire, puisque je venais de passer 1 an et demi dans le nord de la France. Moi, je suis originaire de l'ouest de la France, en Vendée. Et en fait, j'arrivais donc juste en mars 2020 dans les Landes, donc dans le sud-ouest de la France. Okay. Territoire magnifique dont je suis tombé amoureux. Mais j'arrive donc dans un contexte où je connais personne, j'ai pas de travail, j'ai pas de piste potentielle. Et en fait, j'ai un ami qui me parle de la crypto. Et à ce moment-là, lui, c'est pas un spécialiste technologie, tu vois. Moi, j'aime bien ça. Mon père est dans l'informatique. Ouais. Et du coup, j'ai toujours eu une appétence pour ça. Mais je comprends rien. Honnêtement, à la base, je me dis, je comprends pas grand-chose. Mais du coup, je prends l'angle de l'investisseur comme 99% des gens, tu vois, en mode, si je peux gagner un peu de sous avec ça, en plus on va être confiné 3 mois, bon autant faire quelque chose. Je commence à regarder ça, mes premiers investissements, c'est, je crois que ça doit être 25 ou 26 mars 2020. D'accord. Quelque chose comme ça. Crise post-Covid, Bitcoin qui était à 4000 $ à ce moment-là parce qu'il avait chuté sur le jeudi noir du Covid. Et on est confiné et en fait, je me rends compte que beaucoup de gens vont potentiellement passer à côté de cette opportunité du confinement dans le sens où on va avoir plein de temps, tout le monde va avoir énormément de temps, mais il y en a, ils vont rien faire, ils vont jouer à la console toute la journée, enfin bref. Et moi je me suis dit, il faut que je prenne un domaine et que je l'explose totalement pour qu'à la fin du confinement, j'ai une longueur d'avance considérable par rapport à qui j'étais en fait avant le confinement. Et donc je suis dans cette logique-là, et alors là, je commence à vraiment plonger dans le terrier du lapin de Rabbit Hole. Encore une fois, c'est la spéciale. Et je commence à faire mes premiers investissements. En fait, je suis client d'une plateforme de formation à ce moment-là, parce que je me suis dit qu'aller me former sur YouTube, à l'époque, en 2020, il y avait quand même beaucoup moins de contenu que maintenant, même s'il y en avait. Il y avait des hacheurs, il y avait des gens comme ça, mais il y avait quand même moins de contenu, et je me suis dit, quitte à me former, autant me former de manière pertinente et en payant une formation. Et c'est ce que j'ai fait, et ça s'est très très bien passé. Et donc en parallèle, j'ai commencé à investir. Mon premier investissement sur Cardano.
Cardano, j'avais mis 10 euros. Comme quoi, après, je sais pas, moi je suis pas super fan du projet, mais on va dire que voilà. Mais bon, fallait démarrer par quelque chose. Et en fait, le truc qui m'a fait décliquer, qui m'a fait accélérer les choses, c'est que durant l'été, je fais 50% de perf sur Cardano. Quand tu prends un petit peu de recul au niveau en crypto, tu dis bah faire 50% sur une crypto, c'est bien, mais c'est pas formidable. Sauf que moi, je viens de l'immobilier et je galérais à faire 8% à l'année. Tous les placements financiers que je connaissais, voilà, ça faisait pas ça, quoi. Et en fait, je me dis mais attends, mais il y a un truc de dingue à faire là sur ça. Et en fait, j'ai commencé un peu à en parler autour de moi. Et les gens ont remarqué que quand je leur expliquais la crypto, en fait, ils comprenaient. Ce qui n'était pas forcément le cas de et il se trouve que alors moi j'avais quand même un bagage de formateur dans d'autres domaines auparavant. Et en fait, je suis passé de l'autre côté de la barrière de la plateforme de formation dans laquelle j'étais client. En fait, je suis passé formateur 1 an plus tard, en fait, quasiment jour pour jour. Et c'est comme ça que j'ai démarré en crypto. Et après, bon, l'aventure s'en est suivie avec beaucoup de choses dont on va, j'imagine, un petit peu parler aujourd'hui, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu es toujours formateur pour cette plateforme ? Ouais, toujours. Ça fait 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que en crypto, il y a tellement de tentations, il y a tellement de domaines, il y a tellement de choses. C'est très challengeant intellectuellement. Et en fait, le fait de faire moi-même des formations, parfois je me mets en danger, alors façon de parler, mais je sors de ma zone de confort en mettant des thèmes de formation, parce que c'est des formations hebdomadaires. Et en fait, je me dis, tiens, je connais pas assez ce domaine, par exemple en ce moment, le narratif ISO 222 autour des normes bancaires et tout ça. Et je me dis, tiens, je connais pas assez, je vais faire une formation, et comme ça, le fait de préparer la formation va me permettre de moi-même me former, en fait. Et du coup, ça Bien sûr. un bénéfice énorme dans beaucoup de choses. C'est comme ça que je suis rentré en DeFi, c'est comme ça que j'ai été voir des domaines que je ne connaissais pas. Et donc du coup, oui, effectivement, sur cet aspect-là. Et puis après, 2025 en tant qu'investisseur, moi c'est clairement une année game changer. Je me suis mis une routine et un plan très très précis de façon à vraiment être focus sur ce que je dois faire. Je prends un exemple très simple, mais je suis un habitué des événements crypto et j'aime bien aller sur les événements crypto. En 2025, c'est pas d'événements crypto, parce que je sais que quand tu vas dans des événements crypto, c'est très bien, mais c'est que tu peux avoir plein de tentations de ah, j'ai un mec qui m'a parlé de ce protocole DeFi, ah, j'ai un mec qui m'a parlé de ce projet, machin. Et en fait, c'est pas le moment de faire ça. Je sais où je vais, je sais la performance dont mon portefeuille a besoin pour pouvoir changer de vie derrière. Il y a aussi toute ma vie personnelle qui va en dépendre derrière avec ma compagne et ainsi de suite. Donc en fait, focus sur tout ça, quoi. Ouais, d'accord. Donc l'activité que tu as aujourd'hui de formateur dans l'univers crypto, c'est ton activité principale ? Ouais, c'est mon activité principale, tout à fait. Donc je suis en contrat avec cette société et je suis en contrat, enfin je suis pas en contrat, mais je fais des coachings premium aussi avec des gens qui ont un portefeuille assez conséquent. Et en fait, entre temps, je me suis challengé aussi. Tu vas voir sur la discussion, mais c'est un peu, moi j'aime bien être dans cette logique de sortir de sa zone de confort. Moi à la base, j'ai fait des études dans le sport, tu vois, donc absolument rien à voir avec ce domaine-là. Et quand j'ai commencé à être formateur, je me dis mais en fait, il y a des gens, ils sont formateurs aussi comme moi, sauf que j'estime que le travail que je fais est de qualité, même s'il va s'améliorer au fur et à mesure du temps, mais comment je fais pour me différencier par rapport à des gens qui peuvent être formateurs, mais mauvais? Et je me dis, même moi, en tant que personne qui a été cliente de formation, comment je sais si le mec en face de moi, il est légitime, tu vois? Et c'est dans cette logique-là que j'ai passé la certification AMF, tu vois, de l'autorité des marchés financiers, qui au final, sur le test des 120 questions, tu as une question crypto, et puis c'est est-ce que la crypto c'est bien ou c'est mal? Il faut répondre c'est mal, tu vois, grossièrement, ça. J'ai passé une certification blockchain council, juste pour avoir une validation sur le niveau crypto, même si bon, ça bouge tellement qu'au final, je trouve que ce genre de certification est pas super marquante. Et puis après, j'ai passé ma certification de conseiller en investissement financier. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que je suis conseiller en investissement financier, mais aujourd'hui, j'ai la certification de me dire, si je veux monter une structure, je suis en capacité de le faire, en fait.
Là, à l'heure actuelle, j'en ai pas le besoin, j'ai d'autres objectifs à côté. Mais ça m'a permis de me challenger comme ça et de lier un peu le monde de la finance traditionnelle avec le monde de la crypto, qui au final, bon, il y a quand même beaucoup de ressemblances sur l'investissement. C'est juste que tout va plus vite en crypto, quoi. Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est clair. C'est clair, il y a quand même des ressemblances. Moi, je m'étais renseigné effectivement pour passer la formation CIF et avoir le concours AMF, mais en réalité, enfin, suite échange avec les organismes de formation et avec l'AMF, en réalité, ça parle pas de crypto, quoi. Bah non. Donc, je me suis dit, ok, ça peut légitimer vis-à-vis de certains qui vont exiger ou demander ou être rassurés par ça, mais en réalité, concrètement, derrière, il y a pas de crypto, quoi. Ah bah non. Donc c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu ce qui manque, je crois, aujourd'hui. Bah après c'est même avec c'est le retard de la France de manière générale sur ça, mais tu vois, moi l'AMF c'est rigolo parce que ça m'a ouvert une porte que je pensais pas du tout m'ouvrir. En fait, ça m'a permis d'être hôte du podcast de Fortunéo Bank. Donc une visibilité et un contrat qui était plutôt intéressant là-dessus. Donc on est en fin de tournage, des premiers épisodes sont sortis. C'est sur le côté bourse que j'ai aussi et donc, je vais évidemment pas forcément trop parler aujourd'hui, mais du coup ça m'a ouvert d'autres portes auxquelles je ne pensais absolument pas parce que bon c'était plus un challenge pour moi. Je me dire est-ce que je suis capable moi qui viens du sport et qui vient pas du tout de ce domaine-là d'aller au contact de gens qui travaillent dans les domaines bancaires et ainsi de suite. Est-ce que je suis capable d'être à leur niveau, quoi. C'était un peu dans ce sens-là. Ouais. J'ai une petite question un petit peu plus perso. T'es pas obligé d'y répondre, mais c'est pour comprendre aussi ton profil d'investisseur, savoir un peu quel âge tu as, si t'es marié, si t'as des enfants, au niveau de ta situation familiale. Donc moi j'ai 32 ans, je vais avoir 33 en septembre prochain. Je suis en couple, du coup, sans enfant. En couple depuis 6 ans maintenant, je pense. Faut pas que ma copine regarde parce qu'elle va dire mais t'es malade, la spéciale. Et après, faut savoir que bon, moi alors j'ai jamais été décelé ou quoi, mais je suis un peu, enfin même carrément hyperactif. J'ai pas mal de choses à côté en plus de la crypto. Je tiens une franchise de comedy club par exemple, dans le sud-ouest. Je suis très engagé au niveau des associations. Je suis trésorier général d'une ligue régionale dans le sport. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui rythment ma vie là-dessus. Mais c'est aussi pour ça que la crypto j'ai bien apprécié parce qu'en fait, comme c'est en perpétuel mouvement, ça me permettait de m'alimenter intellectuellement. Tu vois, je me souviens par exemple les moments où j'ai vraiment mis le nez dans la DeFi, j'ai halluciné, quoi. Tu vois, c'est une chose où tu grattes. Même, c'était un peu pareil quand j'ai découvert Bitcoin au début. Tu fais, mais c'est incroyable ce truc en fait. Et pourquoi? Enfin, tu vois, c'est comme le nez au milieu de la figure. C'est Éric Larchevêque qui a découvert ça. C'était quoi, 2011, je crois. Et ça fait partie de tous les mecs que moi j'ai pu écouter en interview. Et à chaque fois, t'as la même sensation de se dire, mais attends. C'est le nez au milieu de la figure tellement c'est énorme et tellement ça va répondre à des besoins, tu vois. Et t'as tout le monde à côté de toi qui dit mais non, ça sert à rien, c'est un scam. Je dis mais les gars, on n'a pas lu le même truc ou enfin. Et du coup c'est rigolo de la crypto pour ça c'est quand même assez fou. Ouais, et puis ça évolue comme tu dis vraiment de manière constante. Hein, ça va très 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 vite. Hein. Au niveau des différentes classes d'actifs dans lesquelles tu peux investir, tu nous as parlé d'immobilier au début. Aujourd'hui, ton focus, on a compris, c'est la crypto. Est-ce que pour autant, tu es toujours un peu dans l'immobilier? Est-ce que du fait aussi que tu as une expertise en bourse, est-ce que tu investis également en bourse? Au niveau de ton allocation d'actifs entre les différentes classes? Ouais, bien sûr. Pour être honnête avec toi, sur l'allocation d'actifs, je suis à 80% en crypto. Le reste en bourse. Ah ouais. Ouais. Ah bah, de toute façon, en fait, c'est aussi simple que ça. T'as besoin de faire levier sur une classe d'actifs. Si tu commences à diversifier trop, le truc c'est que tu dilues cette notion de levier pour pouvoir avancer. Un cycle en bourse, c'est entre 20 et 25 ans. Donc pour faire les mêmes perfs qu'en crypto, tu vois, s'il faut que j'attende 60 ans, je pense que ma compagne sera d'ailleurs pas trop d'accord, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis plutôt dans une logique de prise de risque et c'est pour ça que je suis en crypto. Et j'ai plus du tout d'immobilier. Je t'avoue que j'étais bien refroidi. J'ai encore, je peux dire que je suis encore un peu dans l'immobilier parce que j'ai 10 000 euros d'arriéré chez un huissier de justice parce qu'il y a des locataires qui m'ont pas payé pendant 1 an et demi plus les frais d'avocat et ainsi de suite. Donc j'ai encore un tout petit pied dedans, mais je vais probablement refaire
refaire de l'immobilier par la suite dans ma vie. Ça, c'est quelque chose il y aura pas de problème. Parce que maintenant que j'ai fait les erreurs, bah, j'ai envie de te dire, j'ai quand même plutôt appris et il y a beaucoup de choses que je ne referai plus. Mais pour le moment, pas tout de suite parce que comme je suis dans une logique de faire levier avec mon capital, pour faire levier avec un capital en immobilier, c'est différent. Je vais pas dire que c'est plus complexe, c'est différent. Et moi, à l'heure actuelle, je suis dans une logique où je ne veux pas de prêt bancaire. Donc, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je ne vis pas, j'ai aucun prêt bancaire, aucune dette, voilà, je suis clean de chez clean sur ça. Parce que par le passé, bah, du coup, quand j'ai fait de l'investissement immobilier, je me suis retrouvé dans des situations où t'es bloqué en fait. Et c'est d'ailleurs le système classique du j'achète une baraque à 23 ans ou 24 ans avec ma compagne, je fais un prêt sur 20 ans, j'ai mon travail, au bout de 2-3 ans, mon travail me plaît plus, sauf que je peux plus bouger de mon travail ou très peu parce que bah, j'ai la maison à rembourser, ça veut dire qu'il faut que je la vende, ça veut dire, enfin tu vois, c'est en fait j'ai un besoin de liberté qui est très très conséquent et donc du coup ça me permet voilà d'être plutôt tranquille sur cette logique-là, même si je suis entièrement conscient que je passe à côté d'un levier bancaire par rapport aux prêts et par rapport à tout ça, qui pourrait me permettre d'investir en immobilier, mais la tranquillité d'esprit n'a pas de prix parce que j'ai connu des soirées et des nuits très très compliquées suite justement à des locataires qui payent pas. Tu te dis mais comment je vais faire parce que voilà, c'était très compliqué et donc aujourd'hui financièrement ça serait probablement plus intéressant de faire de l'investissement immobilier en plus parce que j'ai les revenus qui peuvent me le permettre, mais la tranquillité d'esprit là-dessus et cette capacité à me dire je suis posé, j'ai des idées, j'ai la créativité qui me permet tu vois, par exemple, les comedy clubs, c'est arrivé comme ça. Enfin, tu vois, c'est des choses qui, ouais, j'ai besoin de place dans mon esprit pour pouvoir être vraiment relâché. Et je sais que tu sais, il y a des gens, ils ont besoin d'être sous pression pour être bons. On a tendance à mettre les gens sous pression pour, voilà. Moi, je sais que c'est l'inverse. J'ai besoin d'être dans un état de relâchement total pour vraiment être très bon, en fait. Et que quand je suis sous pression, bah en fait je suis mauvais. Tu vois, j'aurais été un sportif de haut niveau par exemple, je pense que j'aurais jamais perfé sur un championnat ou quoi que ce soit. Il faut bien comprendre ça. Et moi aujourd'hui je sais que j'ai besoin d'être dans un état de relâchement pour pouvoir avoir les meilleures idées, pour pouvoir être le meilleur sur ce que je veux faire. Parce que je suis toujours en quête d'excellence quand même dans tout ce que je fais. Ouais, ok. Et la bourse? Eh ben la bourse. Alors honnêtement, la bourse, j'ai pas réinventé l'eau chaude. Hein. Je suis sur j'ai mine de rien pas mal d'expositions à des mineurs. Tu vois, Hut Mining, Core 8 et choses comme ça là. Des boîtes aux États-Unis qui font du mining. J'ai essentiellement du Nasdaq. En gros, valeur techno aux États-Unis. Et d'ailleurs, j'ai mis en place une politique un poil plus agressive, mais j'ai mis en place un petit DCA en fait depuis que Trump est passé. Étant donné tout ce qu'il fait, toute la politique, il y a quand même de très bonnes chances que les marchés financiers s'apprécient au-delà de l'aspect social et je parle pas de ça du tout, c'est vraiment purement financier en tant qu'investisseur. J'ai mis un DCA en place tous les mois, tous les premiers de chaque mois, j'achète un peu de Nasdaq sur Trade Republic, un truc de très très basique, tu vois. Mais en fait, tu te rends compte que si tu commences à aller chercher vraiment des pépites, des machins, ça demande aussi beaucoup d'énergie psychologique en fait. Et moi, à propos de ce que je disais juste avant, j'ai besoin de place en fait. J'ai besoin de faire aussi quelque chose de simple parfois. Et quand tu sais que 80% des fonds d'investissement aujourd'hui dans le monde n'arrivent pas à battre les indices dont ils dépendent, tu dis même si des professionnels n'arrivent pas à battre le propre indice de base, bah écoute, je vais me baser sur l'indice de base qui est en l'occurrence soit le S&P 500 ou le Nasdaq et je vais le suivre en fait. C'est aussi simple que ça. Donc même si oui, il y a des frais, il y a des choses comme ça, de toute façon on peut pas passer outre. Et après c'est simplement de la gestion long terme, toujours se poser. Ça c'est la crypto, ça m'a appris ça, c'est de se dire faut vraiment pas s'affoler. C'est vision long terme, on prend le temps et voilà. Donc sur ton allocation d'actifs, 80% crypto, 20% bourse, sachant que dans les 20% bourse, si on comprend bien, il y a un peu d'exposition crypto aussi. En fait, j'ai fait un truc pas bête, mais assez simple. Je me suis dit quel domaine tu connais et t'es en recherche perpétuelle de connaissances. À l'heure actuelle, dans les marchés financiers, c'est la crypto. Donc, tu veux,
quand j'investis sur des sociétés de minage, c'était quand? Il y a 9 ou 10 mois, quelque chose comme ça. En fait, je sais que voilà, on est dans une période où on va rentrer en marché haussier, où ça va être très intéressant, et ainsi de suite, en fait. Et c'est pour ça, tu vois l'ETF Spot Bitcoin à l'époque qui est validé début janvier 2024, tu sais qu'il y a quelque chose qui se met en place. Tu sais que BlackRock a acheté une grosse part de Core Scientific 6 mois ou 8 mois plus tôt, parce que les mecs anticipent et ainsi de suite. Enfin bref, en fait c'était juste de la réflexion là-dessus. Et après oui, je vais avoir 2-3 actions à côté qui me permettent d'aller autre chose et de jouer un tout petit peu la diversification. Mais oui, probablement qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur l'ensemble de mon portefeuille d'investissement, je dois être exposé à 80%, 90% sur des actifs crypto ou liés à la crypto. Ouais. Moi, tu vois, la seule action que je peux avoir en portefeuille, autre que ETF, c'est Coinbase. Bah ouais, mais t'as raison. Mais t'as 1000 fois raison. Dans un marché où les institutionnels s'installent, c'est le partenaire principal. Alors. Eh ben exactement, en fait, c'est ce que je vois. En fait. C'est vraiment celui qui est au centre de tous les États, les institutionnels et tout, c'est Coinbase. Donc, Ouais. il se positionne vraiment comme un acteur majeur et un futur. Il est déjà grand, mais un futur très grand Ouais. de la finance crypto. Ah bah ouais, je te rejoins complètement. Est-ce que tu as des thèses d'investissement, des hypothèses sur lesquelles tu bases ta stratégie? Alors jusqu'à maintenant, oui. Je te dis ça parce que le marché crypto, ça va quand même très vite. Donc la notion de cycle, ouais, j'ai encore pas réinventé l'eau chaude là-dessus, mais je fais des choses simples. La notion de cycle de 4 ans avec le rythme du halving. Maintenant, je me pose la question sur les prochaines années si je vais maintenir ça ou pas. Dans le sens où on le voit d'ailleurs avec le marché aussi actuel. C'est super intéressant, mais on se rend compte que le rythme est différent du rythme de 2021 ou 2017 par exemple, quand on analyse un petit peu, parce que en fait on a des phases plateaux et on a des phases exponentielles. Et d'habitude on a beaucoup d'exponentielles, on va avoir une phase plateau et après ça repart à l'exponentiel fort, mais ça s'arrête plus et ça enchaîne avec une saison des altcoins. Et là en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a une phase exponentielle, une phase plateau assez longue, une phase exponentielle, une nouvelle phase plateau assez longue. Et c'est typique d'un marché qui est en train d'être pris par les institutionnels. Alors, c'est un peu dommage par rapport à l'éthique de la crypto et par rapport au message passé, tu vois. Ouais. Et à un moment, on savait que ça allait arriver, ce genre de choses, tu vois. Il faut aussi être lucide sur le monde actuel, tu vois. Le côté Ouais. nouvelle répartition des finances, et ainsi de suite. Quand toi, tu t'en parles à tes voisins qui pourraient en avoir besoin au futur, tout ça, et qui te disent, et qui te prennent pour un con en disant, ah, t'as du bitcoin, t'es un débile. Bon bah la répartition du finance, à un moment quand t'es débile, tu la saisis pas, tu vois ce que je veux dire. À un moment, enfin voilà, faut se pencher sur la question. Et ouais, donc du coup, moi je suis encore à l'heure actuelle sur ce cycle-là. Je me base sur la notion de cycle, de marché haussier, exponentiel, puis de bear market, quelque chose d'assez simple. Je te prends un truc que j'avais fait sur le précédent donc cycle. Faut savoir que sur le précédent cycle, j'ai quand même eu du bol, parce qu'en fait, j'avais pas assez de connaissances pour pouvoir optimiser ça, mais j'ai quand même réussi à l'optimiser parce que en 2021, on part. Donc moi, je commence à investir grossièrement en mars-avril 2020. Et en fait, il y a la première alt season qui part de janvier 2021 à avril 2021. Où là, ça part, et là, tu fais, ton portefeuille, il double toutes les semaines, c'est lunaire un peu. Et en fait, à ce moment-là, je ne vends pas, ou quasiment pas. Parce que la spéciale de l'investisseur de se dire, de toute façon, ça va monter. Mais alors j'avais des targets de vente qui ont été vendus, tout ça, mais je réinvestissais en fait pour pouvoir enchaîner et faire un effet ricochet. Et donc du coup voilà, sauf que je vois que ça se casse la gueule en avril et je me dis bon bah là t'as l'air d'un con. Et en fait comme c'est remonté en novembre et je me suis dit mais jamais par le passé c'est remonté il y a eu un deuxième rebond par la suite. Ouais. Donc je me barre en fait et j'ai pas vendu, je pense que j'ai dû vendre 70% de mon portefeuille à ce moment-là, mais j'ai pas tout vendu. Je t'avouerais que j'aurais mieux fait de tout vendre étant donné ce qui s'est passé un an plus tard, mais en fait j'avais remarqué que sur les deux précédents cycles, le bottom du cycle arrivait quasiment jour pour jour, un an après le top.
Et en fait, je me suis dit, bon, je vais pas jouer le bottom, parce que tu peux pas attraper un bottom. Ça, c'est en théorie. Mais par contre, si je fais un DCA tous les 15 jours, pendant 6 mois, 3 mois avant, 3 mois après, 3 mois après, prix final, $20,000 pour Bitcoin. Et là, je me suis dit, putain, mais excellent, quoi. Et en fait, je me dis que cette stratégie-là, elle est intéressante dans le sens où elle dilue le risque parce que t'es quand même en DCA, mais tu fais pas un DCA éternel comme certains le recommandent, en mode le DCA il sert à rien en fait. C'est pas dans une logique d'investissement et de profit, on est dans une logique de bijoux de famille, quoi, si tu veux faire ça. C'est comme les gens qui achètent. Alors, je pense que dans ces cas-là, on est dans une logique vraiment de très long terme, tu vois. C'est sur 5, 10, 15, 20 ans, quoi. Ah bah, tu peux enlever le 5 ans, je pense. Moi, je pense que c'est minimum 10 ans. Parce que, tu vois, mais t'achètes de l'or et tu fais ça parce que c'est des bijoux de famille et c'est vraiment en cas de coup dur que tu dois le vendre. Pour moi, pas de souci, tu vois. Tu fais un DCA, c'est cohérent et il n'y a pas de problème. Mais t'es dans une logique d'investissement. T'as un point A et tu dois ressortir avec plus d'argent au point B. Bah, tu peux pas faire un DCA tout le temps parce que si, alors, je vais me faire défenseur des gens qui font ça. En fait, l'objectif, alors je serais peut-être mauvais défenseur parce que c'est pas ce que je fais, mais moi de ce que j'en comprends, c'est que l'objectif c'est d'accumuler un maximum de Bitcoin. Tu vois, et si possible atteindre le chiffre rond d'avoir un Bitcoin, parce qu'aujourd'hui avec un Bitcoin autour des $100,000, c'est quand même très compliqué de pouvoir en posséder un, et donc avec l'objectif voilà d'en accumuler le plus possible, comme certains à une époque ou peut-être encore aujourd'hui vont essayer d'accumuler un maximum d'or pour atteindre peut-être un lingot d'or, tu vois. Et c'est dans cette idée d'accumulation et de protection d'épargne, de capital sur du très long terme, mais sans avoir un besoin de cet argent-là, quoi. Et en raisonnant non pas en euros ou en dollars, mais en raisonnant en Bitcoin. Et se dire l'objectif, c'est pas de sortir avec plus d'euros, l'objectif, c'est d'avoir plus de Bitcoin. Ah bah c'est la théorie du Bitcoin maximaliste. Hein. Je te rejoins sur ça. Ouais, un peu. Un peu beaucoup. Mais en fait, tu veux, c'est que pour revenir sur l'histoire de la thèse d'investissement, et on va rebondir sur ça, c'est que, en fait, les gens, j'ai l'impression que la plupart des gens ne réfléchissent pas en scénario. Je m'explique. En gros, tu sais que tu as plusieurs scénarios possibles. T'as le scénario qui fait des vues sur YouTube, qui est le scénario de l'effondrement. On fait un coucou à grand angle, Money Radar et compagnie du ça va s'effondrer, mais on sait pas quand, tu vois. Même si ça dépend, ils sont quand même plutôt soft, mais tu vois. Et là, si t'as des actifs comme l'or ou du Bitcoin, un scénario comme l'effondrement économique mondial, évidemment que c'est indispensable à en avoir, tu vois. Ça, c'est fondamental. Mais après, t'as des scénarios entre les deux. T'as les scénarios où l'économie mondiale va bien, l'économie mondiale va correctement. Il y a des domaines qui peuvent perfer plus que d'autres. Sauf que je vois, j'ai des gens dans ma famille plutôt proches qui sont dans cette logique-là, qui jouent un seul scénario. Ils jouent le scénario de l'effondrement. Donc les mecs, ils achètent de l'or, ils achètent du Bitcoin, ils font que ça. Mais en fait, il y a pas de logique d'investissement parce que ils savent pas à quel moment ils peuvent ressortir, ils savent pas dans quelle logique là. Sauf que quand tu fais ça, la théorie de l'effondrement, on la connaît depuis des années et des années, et moi, quelqu'un dans mon entourage qui me dit à chaque fois, tu verras en septembre, ça va s'effondrer. Et je trouve que ça fait 15 ans qu'il me dit ça. Tu vois. Entre-temps, alors oui, il a fait des profits. Un jour, il aura peut-être raison. Mais oui, mais c'est sûr qu'un jour, il aura raison. Mais je suis d'accord avec ça. Sauf que le temps qu'il passe à ne pas avoir raison, il perd de l'argent. Parce qu'il fait que de l'investissement sur de l'or, par exemple. Et alors s'il avait investi sur Bitcoin, c'était différent, mais en l'occurrence c'est pas le cas. Du moins, c'était pas le cas du tout au début et il fait ça que depuis 3 ans. Mais quelqu'un qui joue simplement les cycles. Tu te rends compte que si tu avais investi juste avant la crise Bitcoin, la crise Covid, tu vois, où vraiment t'étais bien. Et ben en fait, 1 an plus tard, t'étais en bénéfice. J'ai un exemple, une anecdote de dingue là-dessus. J'ai un copain, j'ai 2 potes. Ils investissent en même temps, ils prennent une formation sur la bourse, ainsi de suite. Ça devait être, je sais pas, fin d'année 2019. Et ils investissent en même temps. Et en fait, ils sont sur la bourse. Donc ils investissent,
y en a un qui se sent bien et qui dit à sa femme, écoute, si jamais t'as un peu de sous, on peut réinvestir aussi ton épargne dedans parce que ça fonctionne bien. Ils prennent, je sais pas, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est une histoire entre 30 000 et 40 000 euros. Donc c'est pas une paille, tu peux faire 2-3 trucs avec ça quand même. Ils mettent ça en bourse. Le couple en question part au Sri Lanka pendant 15 jours. L'autre pote, bah il voit que ça s'effondre, tu vois, et du coup, il ne vend pas. Le mec qui revient du Sri Lanka avec sa femme, il voit que ça s'effondre, il vend tout. Et là, il prend une peur monstre parce qu'il a engagé sa femme aussi dans l'histoire, ils ont perdu de l'argent parce qu'ils ont encaissé la perte et ainsi de suite. Tu vois? Parce que, crise, tu vois, tu sens c'est Black Swan. Ouais, ça fait trop peur. Ils se sont revus 2 ans plus tard, ils ont fait le point. Il y en a un qui a peur d'investir sur des altcoins alors que il a une connaissance intellectuelle qui est formidable et qui maîtrise le sujet mais il arrive pas à passer le cap. Ouais. Et de l'autre côté, il y a un mec qui a pas touché à son investissement en bourse et qui est largement gagnant et de mémoire, je crois qu'il est à x2 sur son investissement. Et en fait, juste ce genre d'exemple te donne la logique de vision long terme qu'on doit absolument avoir dans n'importe quel investissement, quoi. Et c'est pour ça que quand on me parle de faire du DCA ou tout ça, ouais, je suis pas super convaincu parce que un investisseur c'est un métier et les gens l'oublient d'ailleurs ça, que investisseur c'est un vrai métier, c'est pas juste un hobby comme quand tu vas faire un peu de paddle avec tes copains le dimanche matin, tu vois. C'est que tu as des connaissances, tu dois acquérir des connaissances au fur et à mesure, tu peux pas tout acquérir d'un coup, tu vas faire des conneries et tu vas progresser comme ça et à la fin, tu mets en place un plan et t'essayes de ressortir avec plus d'argent que ce que tu avais au début. Et certains arrivent avec beaucoup plus, et il y a une part de chance dans tout ça, tu vois. Parce que alors, le nombre de mecs sur YouTube qui sont millionnaires parce qu'ils ont des connaissances et que c'est formidable, ouais, j'aime bien. Par contre, quand t'achètes Dogecoin en 2017, c'est quand même un sacré coup de bol qu'ils soient encore là, et que, tu vois, et que t'as Musk qui s'est mis dessus. Ça, on en connaît tous, tu vois, Oui, ou t'as aussi ceux qui sont devenus millionnaires avec le Shiba Inu. Mais on oublie de parler des 99 autres %, tu vois, qui se sont fait rect et qui ont perdu la majorité de leur investissement. Regarde, les mêmes coins en ce moment, les mêmes coins, c'est hallucinant. Tout le monde parle des mêmes coins. Mais alors, moi je veux bien trouver des mecs qui sont vraiment en plus-value sur des mêmes coins. Là, tu vois, alors évidemment, il y en a pas de problème. Mais des plus-values encaissées, pas des plus-values encaissées. Tu vois, pas des plus-values. J'ai acheté du WIF il y a un an et je l'ai vendu et je suis en plus-value. Non, c'est, tu vois, parce que les mecs, ils ont, moi ça me fait rire. Sur YouTube, tu vois des mecs, c'est quand même, enfin voilà, on va pas faire leur procès ou quoi, mais c'est lunaire quoi. Tu te dis mais non, mais ouvrez les yeux les gars. Il faut vendre pour encaisser un gain ou une perte et à ce moment-là, ok, tu peux parler. Mais tu parles pas d'un gain latent potentiel. Ouais, je suis à x40 sur Shiba, machin. C'est pas intéressant ça. C'est le pas vendu, pas gagné, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, au niveau de la stratégie de revente, tu nous as donné un peu ce qui s'était passé dans ta stratégie d'achat, en tout cas sur Bitcoin. Au niveau de la revente, si tu joues encore ce cycle, c'est quoi ta strat? La strat, elle est toujours la même finalement. Quand j'arrive à x2, je revends 50% de ma position. D'accord. Et après, j'ai une target en fonction du marché, en fonction des graphes. Et c'est là où c'est assez complexe en crypto quand tu vas sur des nouvelles cryptos qui n'ont pas d'historique. Quand c'est comme ça, en fait, j'ai une stratégie globale de portefeuille. Dans le sens où ça va peut-être pas optimiser certaines altcoins que j'ai, mais l'objectif c'est un objectif global de portefeuille et en fait je m'appuie sur la psychologie globale de la masse pour pouvoir savoir quand vendre en fait. Moi je me suis développé un indicateur qui me permet de voir donc les Google Trends sur donc les recherches Google sur Bitcoin, Coinbase, Robinhood et le Fear and Greed et le classement des applications les plus téléchargées sur l'App Store aux États-Unis. En fait. Et en fait, le tout me donne une note, ce qui me permet du coup de bien voir et bien comprendre, de se dire est-ce que la masse a intégré le marché et à ce moment-là ça pue et il faut se barrer. Et là, je fais une vente massive de portefeuille.
tu vois. Peu importe ton multiple, l'analyse technique, c'est vraiment le sentiment de marché du coup qui va être ton indicateur principal. Exactement. Okay. Et encore plus maintenant avec les institutionnels qui rentrent vraiment fort. Et donc là, tu vois, par exemple, à l'heure actuelle, on a Bitcoin qui est autour de $100 000 et tout le monde s'en bat les steaks, tu vois. Ouais, c'est fou, hein. Il y a un niveau d'acceptation là autour des 100 000 qui est intéressant. Et ce qui est dingue, c'est que en fait, tu vois le process dans le sens où il y a la masse a 2 étapes pour intégrer le marché. La première étape, c'est une étape de curiosité. C'est-à-dire que ils ont entendu parler du Bitcoin, ils veulent savoir le prix du Bitcoin. Donc en fait, ils tapent Bitcoin sur Google ou ils vont sur les applications pour voir le prix. Ça, c'est la première étape. On l'a eu de mémoire en décembre dernier, où quand on est passé grossièrement en 10 jours de 68 000 à 90 $, très très rapidement. Là, on crée la curiosité, on crée l'étincelle et ainsi de suite. En général, sur un marché crypto, c'est ce qui s'est passé en 2017 et 2021, on a eu derrière un changement de psychologie dans le sens où les gens n'étaient plus curieux, mais passaient à l'achat. Parce que ça continuait de monter, tu vois. Ouais. Et tu es obligé de faire la première étape et ensuite la deuxième étape. Et là, ce qui est intéressant avec le cycle qu'on a là, c'est qu'on a eu la première étape, on a eu la première étape de curiosité, mais comme on a eu 2 phases plateau entre les deux, et ben en fait, les gens ont basculé en je suis curieux, oh ben c'est bon, j'arrête d'être curieux. Donc on est obligé de redevenir curieux, on est obligé d'avoir une nouvelle accélération exponentielle pour régénérer un peu de curiosité chez Monsieur Tout le Monde. Et du coup, si ça repart à l'exponentielle derrière, du coup, à ce moment-là, les gens passent à l'achat, ils achètent n'importe quoi, saison des altcoins, et à ce moment-là, on fait notre bif et on s'en va, quoi. Grossièrement, c'est ça. Et ça, tu vois, ça pour moi, enfin, c'est un élément qui est complètement nouveau dans mon approche par rapport au précédent cycle, je parle. C'est vraiment intégrer complètement et de la mettre de manière centrale, de mettre cet élément central de psychologie de masse, en fait. Tu vois. Alors je dis pas que tu vois ça va fonctionner parfaitement et ainsi de suite, mais je dis juste que moi à titre personnel j'ai pas besoin de faire x20 sur mon capital pour pouvoir changer de vie. Et ça c'est aussi un élément qui est important parce que quand tu te dis je mets un billet et l'objectif c'est que je fasse x20 sur un marché crypto, tu sais que tu vas devoir prendre des risques et tu sais que tu peux pas être à côté, tu vois. Et tu peux pas, enfin c'est compliqué de faire ce genre de choses. Oui, puis les gens sont prêts à prendre des risques. Ils se disent oui, je vais aller sur des alts, voire des petites alts pour aller faire des gros multiples. Sauf que quand le prix corrige et que tu te prends, même si tu sais que tu peux te le prendre à moins 50, moins 60, moins 70, voire moins 90, même pendant un bull run, là les gens ils acceptent beaucoup moins quoi. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué quoi. Et puis et puis parfois il faut savoir vendre à perte aussi sur certains moments en crypto notamment. Parce qu'on a besoin de dégager de la liquidité, tu vois, et qu'il faut aller sur les narratifs, sur les flux financiers, sur les trucs comme ça, tu vois, les mêmes coins, Solana, certains angles sont intéressants à travailler. Et puis après, ça doit aussi correspondre à la psychologie de la personne. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Oui, puis comme tu disais, autant on peut pas timer le bas de marché, autant on peut pas non plus timer le top. Et on retrouve quand même une corrélation très très forte entre le graphique du Bitcoin ou des cryptos en général avec le graphique de la psychologie des marchés que beaucoup connaissent maintenant. Ça se superpose tellement bien que on voit effectivement que la psychologie des marchés, ça a un rôle majeur dans le cycle des cryptos. Et c'est aussi pour ça que ça dure aussi peu de temps en fait, c'est que ça monte tellement fort et tellement vite que ça doit retomber. Mais du coup, si je lis un peu entre les lignes de ce que tu nous dis, le cycle pour toi actuel, du coup, il serait pas encore terminé, il manquerait la phase 2, du coup, la phase d'arrivée vraiment de nouveaux capitaux, de nouveaux investisseurs sur le marché. Après ça c'est que mon point de vue et c'est vrai que je l'ai pas dit en amont mais j'aurais peut-être dû le dire mais je suis un peu engagé sur mes prises de parole mais ce n'est que mon avis mais oui en fait dans la logique sur n'importe quel marché financier d'ailleurs on l'a vu avec l'intelligence artificielle en bourse il y a peu de temps le moment où la masse arrive est un moment
de proches déséquilibres où on peut passer en marché baissier, où il y a de très fortes chances qu'on passe en marché baissier, que ce soit sur un actif ou que ce soit sur un marché global. À l'heure actuelle, on a des gros qui ont acheté pendant des mois et des mois. BlackRock a acheté sur 190 jours, pendant que 190 jours ouvrés sur 250 en 2024. Mec, tous les matins, ils arrivaient, on achète, allez, on achète. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. On est sur le début 2025, sur voilà, grossièrement, mi-janvier, mi-février, on est sur une zone d'observation des gros qui n'achètent plus, mais qui ne vendent plus. On voit que, voilà. Et de l'autre côté, on a la masse qui n'est pas présente. Donc ça veut dire qu'il y a une position d'observation des institutionnels, voir comment la masse réagit, voir comment les réglementations réagissent aussi, parce que bon, avec qu'un président des États-Unis qui sort des mêmes coins, si tu veux, c'est un peu particulier. On est dans un monde où c'est quand même assez lunaire. Ouais. Donc ça c'est voilà, c'est un peu spécial, mais on est dans une zone d'attente. Et pour moi, on va aller bien plus haut parce qu'on n'a pas du tout atteint un niveau d'euphorie de la masse où les gens s'y intéressent beaucoup plus. Tu vois, je te prends un exemple très simple. Depuis que j'ai mis mon indicateur à jour là avec le ranking des applications les plus téléchargées, j'ai vu une seule journée où j'ai vu une application crypto. Il me semble que ça devait être Coinbase qui avait intégré Coinbase le top 10 des applications les plus téléchargées sur une journée. C'est ça. Voilà. Ouais, je crois qu'ils ont fait un jour dans le 9e, un truc comme ça. Voilà, exactement. C'est arrivé une fois depuis un an. Et ça, alors, si on reprend les chiffres de 2021 et les rankings de 2021, c'est pas ça du tout. Hein. T'as 3 voire 4 applications dans le top 10 du CoinMarketCap et du CoinMarketCap, le réflexe, du ranking l'App Store, et t'as Crypto.com, t'as Coinbase, t'as Robinhood, et Robinhood c'est un indicateur qui est super intéressant parce que c'est une application qui est vraiment ultra gamifiée pour que les gens ont l'impression de jouer à investir. C'est leur credo de base. Donc tu sais que le plus neuneux des mecs aux États-Unis qui dit je veux faire de l'investissement comme mes collègues parce qu'ils m'ont dit que le Bitcoin y montait, ils vont sur ce genre de truc. Et en fait, c'est un super repère pour pouvoir savoir si la masse de la masse est rentrée en crypto. À l'heure actuelle, c'est absolument pas le cas. Donc c'est pour ça, c'est que pour moi on a encore du temps. Et tu vois, je suis en réflexion à l'heure actuelle en me disant, est-ce que ce cycle-là, finalement, il va pas casser ma thèse sur laquelle elle repose, c'est-à-dire la notion de cycle de 4 ans, et est-ce qu'on va pas commencer à allonger les cycles, et que oui, il y a l'histoire du halving tous les 4 ans, mais finalement l'impact du halving maintenant va peut-être être diminué par rapport aux autres cycles, et qu'en fait on va peut-être arriver sur des cycles de 5, 6 ans, avec des éléments qui vont venir s'ajouter évidemment là-dessus. Parce que un cycle à l'heure actuelle, en termes simplement de temps, de timing, entre le jour du halving et aujourd'hui, si on prend la même durée sur les précédents cycles, on est déjà en saison des altcoins normalement, en fait. Alors, oui, en même temps, si on regarde le graphique qui compare les différentes évolutions de cycle en prenant la date de départ du halving, on voit qu'il y a une corrélation quand même entre chaque cycle. Il y a une décorrélation entre le cycle actuel et celui de 2021. Maintenant, si on regarde celui de 2017, finalement, on n'est quand même pas si loin que ça. L'évolution du cycle sur 2017, elle a été beaucoup plus progressive, même si elle a été quand même assez parabolique. Ça s'est fait tout au long de l'année avec des retracements, mais il n'y a pas eu de phase de latéralisation comme tu l'as décrit sur ce cycle. C'est vrai que ce qu'on vit actuellement sur ce cycle, c'était pas le cas sur les cycles précédents, mais chaque cycle en fait a ses spécificités. Tu vois, moi je me souviens en fin 2022, quand on était du coup au moment à peu près du bottom, là, novembre 2022. FTX. Ouais, c'est ça. Beaucoup disaient, on n'ira pas en dessous des 20 000 parce que historiquement, on n'a jamais été en dessous de l'ATH du cycle précédent.
FTX passe par là, boum, et finalement on se retrouve en dessous à 15 500$. Sur ce cycle-là, c'était il y aura pas d'ATH avant le halving, et on a eu un ATH avant le halving. Tu vois, poussé par les ETF, il y a eu quelque chose d'assez nouveau, quoi. Donc chaque cycle a ses spécificités, et donc peut-être que la spécificité de celui-là, c'est d'avoir ces phases de latéralisation. Donc là, on est dans la deuxième actuellement. Est-ce que derrière, il y aura une saison des alts, une explosion de tout le marché? Ça, évidemment, on n'a pas la réponse. D'ailleurs, j'en profite pour tout ce qui est partagé par Thibaut aujourd'hui ou par moi-même ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. On partage simplement voilà notre vision du marché, notre stratégie et comment nous on voit les choses. Et donc c'est, en tout cas, pour moi, c'est pas une hypothèse, tu vois, qui est à jeter, pas de alt season, comme on lit en tout cas beaucoup sur les réseaux aujourd'hui. Il y a beaucoup de dégoût, beaucoup de peur, beaucoup d'ennui, beaucoup de rejet en fait de ce marché, de gens qui sont arrivés récemment ou de gens qui sont là depuis un peu plus longtemps aussi et qui désespèrent un peu de pas voir des fois 50, des fois 100, comme c'est vendu aussi par beaucoup. Tu parlais des meme coins, mais tout ce qui est crypto pépite, c'est quand même survendu sur beaucoup de chaînes YouTube. Donc beaucoup espèrent faire des gros gains rapidement et facilement, mais ça malheureusement ça existe pas, quoi. Et c'est ce que nous apprend l'investissement que tu disais, c'est que plus on avance et plus on a une perspective finalement qui est long terme, parce qu'on sait que ça se fait pas du jour au lendemain. Mais ça reste quand même des performances qui sont bien meilleures que les autres classes d'actifs. Bien sûr. Il faut juste vivre un bear market en entier pour savoir ce que c'est. Et après, honnêtement, en fait, comme tu te détaches énormément du résultat en bear market, tu vois, si tu prends de novembre 2021 à grossièrement décembre 2023, un peu avant octobre 2023, bah en fait... qu'est-ce que c'était long, mais t'as pas le choix en fait. Tu te dis qu'est-ce que j'y peux rien. Donc là c'est un peu le même principe avec la saison des alts. Moi c'est ce que j'ai tendance à dire autour de moi. Si c'est en avril, moi je pensais que ça allait être avril-mai, tu vois. Très bien. Mais si c'est octobre, novembre, décembre, ça me va aussi. C'est juste que c'est repoussé de 6 mois, mais je suis pas à 6 mois près et on a le temps. On n'est pas pressé, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. C'est la patience, hein, on le dit souvent. Hein. Mais les gens sont vraiment pas patients et par rapport à l'aversion au risque, de dire oui, moi je suis prêt à prendre des risques pour faire x10, x20, mais finalement je suis pas prêt à perdre en fait et à voir mon portefeuille trop diminuer. Ah ouais. Et d'ailleurs, puisqu'on fait un peu la transition là, en parlant un petit peu plus d'altcoin, sur le marché bourse, tu disais que tu as mis en place un DCA sur le Nasdaq. Parce que c'est compliqué de surperformer en faisant du stock picking d'actions. Sur les cryptos, est-ce que tu te positionnes sur les alts ou pareil, c'est peut-être un peu trop risqué? Comment tu te positionnes par rapport aux alts? Pour aller chercher moi je veux aller chercher x5 sur ce cycle-là. Donc j'ai obligatoirement besoin des alts. Après, c'est quels alts tu as besoin? À l'heure actuelle, mon portefeuille, il est constitué à 34% de Bitcoin. De mémoire, je dois avoir 10% Solana et écosystème Solana, tu vois. Okay. Donc déjà, rien que ça, tu vois, on approche tranquillement des 50% avec deux cryptos. Et après, moi, je me mets tout bêtement sur les narratifs qui me paraissent les plus résilients et ceux qui, je pense, vont pouvoir performer. À savoir, Solana, Sui, intelligence artificielle et Memecoin un peu, mais avec les gros mèmes. Grossièrement, je fais ça. Je dois avoir du Bonk, du Dodge. C'est pas avec ça que tu vas chercher x100, tu vois. Mais, en fait, l'objectif, c'est d'aller sur des alts là-dessus. Je sais que pour faire x5, grossièrement, en sachant que Bitcoin ne fera pas x5, sauf si super cycle, et encore que, bon, admettons. Et je sais que pour aller chercher des x5, il faut aller probablement au-delà du top 10 du CoinMarketCap à l'heure actuelle. Mais ça sert à rien d'aller au top 10 000, tu vois. Mais tu fais bien de préciser par rapport au classement actuel, parce que Bitcoin, en réalité, il a déjà fait x5, même plus que x5. Ouais. Et Ether, qui est très en retard, assez critiqué aussi, il a quand même fait x3, x4 par rapport à son point bas.
Ouais. Il y a déjà eu de la perf en fait. Hein. Donc, mais ça, on a tendance à l'oublier aussi. On voit souvent à très court terme la correction ou la consolidation, mais dès qu'on dézoome un peu et qu'on regarde à 1 an ou à 2 ans, en réalité, les perfs, elles sont juste incroyables, quoi. Ah bah ouais. Ah bah non, mais c'est sûr. Non, mais je te rejoins 1000 fois, et c'est ça, les gens ont un peu de mal à saisir aussi ça. Et là, à l'heure actuelle, moi, j'ai pas acheté depuis, je pense, ça doit quasiment faire 4 mois ou 5 mois que j'ai pas acheté une crypto. Parce que je suis full exposé, en fait, tout simplement. Ouais. Je t'avouerais que j'aurais eu un peu de cash à mettre là, j'en aurais remis, mais je suis pas dans cette logique-là. Parce que je pense qu'il y a quand même de belles opportunités à aller chercher à l'heure actuelle. Mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Et là, Donc, Comment? oui, vas-y, je te laisse finir. Ouais, Pardon. et je laisse voguer mon portefeuille à l'heure actuelle tranquillement. Et donc, pour répondre, pour finaliser ta question, grossièrement 34% de Bitcoin. Et je dois avoir, si je prends le top 10 des alts, ça doit représenter 15 ou ouais, à peu près 15% de mon portefeuille. Et après, entre le top 10 et ma toute petite crypto, je dois avoir, ouais, je sais plus combien je suis, mais ça doit représenter pas loin de 40%, quelque chose comme ça. C'est réparti en. Mais par contre, j'ai un paquet de projets. Hein. J'ai un paquet de projets en portefeuille. Je pense que je dois être à 70 sur ça. Donc là, j'ai énormément diversifié. Parce que je sais que dans le lot, si j'en ai un qui fait x10, bah en fait, je vais être gagnant sur la globalité. Parce que les autres vont perfer un peu. Et oui, je vais en avoir un ou deux qui vont tomber. Mais dans la logique, comme je vais pas sur des mêmes coins qui viennent de sortir, machin, la probabilité qu'ils aillent à 0 est quand même relativement faible. La probabilité que ça ne perfe pas, bon, admettons. Mais tu vois, dans l'eau, en gros, c'est la stratégie du VC, du venture capital. C'est tu prends 10 exactement ce que j'allais dire. Voilà, t'en as 2 qui plantent, t'en as 6 qui font pas grand chose, mais t'en as 2 qui réussissent, et avec ces 2-là, tu fais de l'argent, quoi. Ouais. Et comment tu les choisis? C'est quoi tes critères, les critères les plus importants pour toi qui sont indispensables? Première chose, c'est l'appartenance à un narratif porteur. Tout simplement. Ouais. En marché haussier comme à l'heure actuelle, c'est la hype qu'il peut y avoir derrière. C'est con, hein. Moi, je te jure que ça me fait mal de dire ça. J'ai passé des heures à faire de l'analyse fondamentale, à faire des grilles, à faire de la notation. J'ai analysé, je sais pas, j'ai analysé sur la 350 projets, j'ai un fichier Excel de dingue, avec des notes en me disant, ouais, ce projet c'est un truc de fou et tout. C'est débile le marché crypto, c'est un truc de dingue, quoi. Je dis putain, mais Solana, arrêtez les mecs, ils ont planté 18 fois leur blockchain. Mais non, il y a des gens qui suivent. Eh ben, à ce moment-là, il faut déposer, il faut mettre l'ego de côté. C'est ce que j'ai pas réussi à faire en 2021, mais là, c'est ce que j'essaye de faire. Je mets l'ego de côté, et je pense comme un investisseur qui part d'un point A et qui doit arriver d'un point A à un point B avec un peu plus d'argent qu'au point A. Et donc, bah, si tu n'as pas du Solana en portefeuille aujourd'hui, étant donné que la prochaine deadline des ETF, tu as en premier lieu Solana et XRP qui sont dedans. Ben en fait, si t'as pas ça, tu peux passer potentiellement à côté d'un narratif, quoi. Et tu dis ça serait débile. Donc donc j'en ai. Donc voilà, grossièrement, ça c'est les deux critères à l'heure actuelle. Comment j'ai choisi mes dernières cryptos, grossièrement sur les 6 derniers mois de 2024. C'était les deux critères principaux sur lesquels je choisissais. Et puis après, évidemment, je viens mettre de l'analyse graphique sur ça, en me disant, voilà, j'achète sur support dans le plus souvent des cas, de façon à ce que, graphiquement parlant, ça ait du sens quand même. Mais juste après bien sûr. Mais les mecs qui me tiennent le discours aujourd'hui du ouais, mais moi j'analyse que sur des trucs où les fondamentaux sont solides parce que j'ai lu le white paper, machin. Très bien, hein, c'est éthiquement mais qui lit vraiment le white paper? Oui, non mais après il y en a, tu vois, il y en a, ils sont engagés dans le truc et c'est très bien, tu vois. Sauf que quand tu vois Donald Trump qui sort son même coin et que si t'es placé au bon moment, tu fais x5 en une nuit, bah en fait, si tu veux, tu comprends que t'es obligé de t'adapter au marché en fait. Et t'auras beau te dire ouais mais c'est fondamental, regarde ce projet exceptionnel machin. Mais ouais mais vieux, si t'as pas de commu derrière, si t'as pas de hype, les gens s'y intéressent pas, les institutionnels s'y intéressent pas, et en fait, t'auras beau avoir raison.
t'auras pas plus d'argent au point B qu'au point A. Donc, ton objectif d'investisseur ne sera pas rempli. Mais t'auras raison, tu vois. Mais c'est tout. Ouais. C'est pas ce qui remplit le frigo. Oui, c'est pas l'objectif. Non. Carrément. C'est quoi ton souvenir le plus fort émotionnellement en crypto, que ce soit une émotion positive ou négative, ce qui t'a fait le plus vibrer? Bon, je te fais une des deux, j'ai deux anecdotes sur ça. Je te fais le positif. Donc sur le Bull Run 2021, dans la logique de favoriser ma prise de profit. Comme je t'avais dit, j'ai pas beaucoup pris profit sur la première montée en 2021, mais j'ai quand même un peu pris profit. Et en fait, sur une semaine, dans mon plan d'investissement, j'étais juste en dessous. Le dimanche soir, j'étais à quelques milliers d'euros de franchir un palier pour m'acheter un matelas Emma. Tu sais, les matelas hyper confort et tout ça, 2 mètres sur 2 mètres, extraordinaire. Et parce que ça me motive. Et comme j'avais mis ma compagne dans tout ça, elle me dit, bah prends profit parce que moi je veux un nouveau matelas, tu vois. Et au final, en fait, elle part chez elle, elle part dans sa famille pendant une semaine. Et je dis bon bah si on y arrive, enfin je sais pas si on va réussir à atteindre cet objectif-là avant que tu reviennes, on verra, mais bon voilà. Et voilà, on part comme ça. On avait le truc en tête, mais vraiment de loin. Et en fait, il se trouve que dans mon portefeuille, entre le dimanche et le vendredi, il double de valeur, donc et on explose le porte-truc. Et du coup, quand t'as rien, je dis bon bah écoute, on va pouvoir acheter le matelas. Et je te jure, ça va faire 4 ans qu'on l'a. Et c'est extraordinaire de dormir dans un matelas de 2 mètres sur 2 mètres. On va à l'hôtel. Je te jure, des fois, tu vas à l'hôtel. Et tu te dis, mais en fait, le matelas de l'hôtel, il est plus petit que chez moi, quoi. Tu vois, tu te dis, merde. Ça, c'est super drôle. Ça, franchement, c'est assez dingue tu vois, de concrétiser. C'est aussi ça qui est vraiment bien. Ouais. C'est de concrétiser, de se dire, de mettre une émotion, une situation particulière, en plus partagée, moi, en l'occurrence, avec ma compagne, sur un truc qui provient de la crypto de base, tu vois. Ça, c'est, ouais, puis là, du coup, c'est tous les soirs, quoi. Ah ben là, ouais, mais c'est ça, c'est dingue. Et c'est une sorte d'investissement sur soi-même en disant, je vais mieux dormir, je vais être quand même plus efficace par la suite. Et franchement, tu tends le bras, tu touches pas ton partenaire, quoi. C'est extraordinaire, ce matelas, presque. D'ailleurs, les chats l'aiment beaucoup, hein. Ils sont vraiment très très à l'aise dessus, hein. Il y a la place pour tout le monde. Ah ouais, là, t'inquiète. Mais donc ça, c'était les émotions vraiment positives là-dessus. Et puis après, petite anecdote par rapport au jour où FTX est tombé, en fait. Donc je suis parti faire une rando en montagne. On part à 9h du mat avec un voisin. Et en fait, on part faire une rando de 6 heures. Vraiment, une vraie rando avec du dénive et tout. Et j'avais vu la veille qu'il y avait eu des trucs, tu vois, que ça commençait à... Voilà, mais c'est pas que ça... Enfin, ça sentait un peu le roussi, mais tu sais jamais trop, et puis tu vois, t'as des rumeurs et tout ça. Et moi, je m'étais un petit peu détaché, je regardais, mais voilà, pas de problème. Et du coup, en montagne, pas de réseau, rien du tout. Et je reviens chez moi, je prends mon téléphone, et là, je vois mon truc explose en termes de messages. Et là, je me connecte et je vois FTX n'est plus, quoi. FTX est mort. Ouais. Il a fait, waouh! J'ai eu l'impression d'avoir, tu sais, un espace-temps où j'avais loupé une chronologie dans le temps, tu vois, retour vers le futur. Et je dis, mais attends, mais c'est lunaire. FTX, on parle bien de FTX, là. On parle de Sam Bankman-Fried et compagnie, là. Que tous les Français avaient basculé sur FTX. Parce que du coup on pouvait plus faire de trading sur Binance, c'était un truc comme ça, c'était quelque chose comme ça. Et là c'était un moment où c'était pas forcément négatif parce que moi, alors j'ai eu un bol monstre, c'est que j'avais mis de l'argent sur FTX et que la semaine d'avant ils m'avaient demandé de retirer l'argent parce que mon profil ne correspondait pas à leur truc particulier. Enfin, j'avais pas compris d'ailleurs pourquoi ils m'avaient fait ça, bon, bref. Et du coup j'avais dû retirer tout mon argent une semaine avant. J'avais pas grand chose sur FTX pour être honnête avec toi, mais bon, j'avais quand même un peu de sous et bon, voilà. Et là, tu vois le truc, tu fais mais non, truc de malade quoi. Et non, mais ça part sur des tweets en mode je sais des choses et FTX ça pue, toi, de CZ, de James Peng Zhao à l'époque. Et tu fais mais là, l'histoire est incroyable.
tu fais c'est lunaire quoi. Et là tu reçois des appels de personnes qui étaient sur FTX, mais toi tu dis pas rien, c'est pas eux, c'est pas toi qui leur a confié d'aller sur FTX ou quoi, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire? Bah là t'es dans la merde. Et c'est rigolo parce que du coup les remboursements ont commencé hier au moment où on tourne la vidéo. Les remboursements d'FTX, j'ai reçu des messages, hey, j'ai reçu un peu de sous d'FTX machin. Je dis bah c'est cool, au moins voilà t'as reçu un peu de trucs quoi, c'est toujours bien. Mais C'est mon cas. C'est mon cas. ah oui, Hier, j'ai bien reçu. Ouais. excellent. Ça fait plaisir quand même. Ah bah oui, ça fait plaisir, ouais. Mais bon, après, t'imagines que si t'avais gardé à l'époque, toi, je crois, le Solana, ils l'ont revendu à une valeur de 18 dollars, non? C'est pas un truc comme ça? Je sais pas. Je sais que la valorisation de mon portefeuille, j'ai reçu 120% de la valorisation de mon portefeuille de l'époque. Ok. Mais si j'étais resté sur les alts, Bah les ouais. cryptos sur lesquels j'étais, parce Ouais. que j'étais que sur des alts, bah, j'aurais eu évidemment aujourd'hui un capital plus élevé que ce que j'ai reçu. Mais ouais, peut-être 50%. J'ai perdu à peu près la moitié de ce que ça vaudrait aujourd'hui. Ouais, d'accord. Ok. Mais bon, t'as récupéré, et c'est déjà une bonne chose quand même. Et récupéré, ouais. Non, mais ouais, c'était dingue. C'était lunaire. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Ok, ben merci pour ce retour. Au niveau des narratifs, c'est quoi le secteur pour toi qui a le plus d'avenir dans la crypto? Tu parles sur ce cycle-là ou à très long terme? Euh, sur ce cycle. Euh, Ou J'hésite. à plus long terme. À plus long terme. Parce que sur ce cycle, bon, il y a déjà des secteurs qui se distinguent, mais à plus long terme, ou un narratif qui resterait dans le temps, quelque chose qui va s'inscrire dans le temps Bah, sur la crypto. je vais pas faire rêver les gens en disant ça, mais pour moi, le narratif Bitcoin, c'est le narratif principal, que ça soit sur ce cycle-là ou l'autre d'après. Après, enfin, ou tu vois, à très long terme, c'est évidemment Ouais, Bitcoin. Enfin, après, ouais. là, je suis pas en train de, une nouvelle fois, réinventer l'eau chaude. Mais, Non, mais t'en as beaucoup qui diraient l'IA, les RWA, le DePIN, enfin voilà les narratifs hmm, qui ont peut-être un peu plus de hype que Bitcoin parce que ouais. t'as Bitcoin, mais t'as aussi l'écosystème qui peut se développer autour. Hmm. Ça construit fort quand même autour de Bitcoin et on n'entend pas plus parler que ça. Non, puis c'est surtout les cas concrets de réserve stratégique, en fait. C'est la prise de conscience qu'un actif numérique peut être une valeur refuge. Qu'on- Ouais, que en crypto, tout le monde le sait grossièrement depuis des années, et que là, les institutionnels se disent, mais en fait, pas mal, tu vois. Et ouais, ça, c'est un truc de fou, tu vois. C'est pour ça qu'on parle de théorie de super cycle et d'un potentiel Bitcoin à 400 000 dollars. Moi, c'était un scénario que j'avais que j'avais écarté. Je me dis, c'est improbable, même si, pourquoi pas. Mais, et là, à l'heure actuelle, je suis obligé de l'intégrer dans mes probabilités. ouais, Je crois, c'est 32 ou 33 États américains qui sont en train de se positionner pour ouais. des réserves Mm. stratégiques en Bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a des États américains, on se rend pas compte de notre côté en tant qu'Européens, mais ils ont plus de pouvoir économique que des pays entiers, en fait. Bien Euh, sûr. et en fait, tu dis, mais parce qu'il y a les États-Unis, la réserve fédérale, et chaque État a sa propre réserve en plus de ça. Donc tu te dis, Ouais, waouh, et si en plus les États-Unis, ça peut être énorme. tu sais que tu as d'autres pays qui vont suivre dans tout ça, et ça fait une vague d'adoption, tu vois. Donc c'est pour ça, pour moi, ouais, Bitcoin là-dessus, et c'est pour ça que je le cite aussi Bitcoin à court terme, parce que tu peux avoir ce cycle-là. Et après, comme deuxième narratif là-dessus, euh, alors c'est con, mais pour moi, je pense que le narratif autour de l'écosystème Solana, avec tout ce qui se passe, avec toute la force qu'il y a derrière, de la communauté, de machin, truc, c'est pas celui qui me fait rêver. Ouais. Et pour moi, enfin, tu vois, ne pas avoir de Solana en portefeuille, pour moi, à l'heure actuelle, ça me mettrait vraiment mal à l'aise. J'en ai pas. Ah merde! T'as peut-être d'autres choses qui se rapportent à Solana, peut-être, non? T'as peut-être du Radium ou du Euh, Jupiter ou des trucs comme ça, non? non, j'ai du Pit Network. Je crois que c'est tout. D'accord. L'oracle, c'est un oracle. Ouais. Après, il faut aussi que ça dépende des objectifs, tu vois. Moi, je sais que ça rentre dans mon objectif. Aujourd'hui, un Solana Ouais. qui fait x5 et qui atteint 1000 dollars pleine saison des altes, ça me paraît pas incohérent, tu vois. Et Hmm. derrière des choses de l'écosystème Solana qui pètent derrière,
Et je dis pourquoi pas, tu vois, et avec l'ETF, tout ça. Mais si toi ton objectif il est plus haut, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir du Solana? Peut-être pas, hein. Donc c'est aussi pour ça que c'est chacun propre à chacun, quoi. En fait, c'est pas tant par rapport à mes objectifs, c'est plus peut-être pour le coup Lego ou Solana. Pour moi, c'était pas un projet qui me parlait. T'as parlé des pannes, voilà, qu'il y a pu y avoir. Ouais. Enfin voilà, moi j'ai besoin d'investir dans des choses qui me parlent un minimum. D'accord. Et autant Pit Network a un projet d'oracle qui, pour moi, les oracles sont essentiels au bon fonctionnement de l'écosystème. J'adore Chainlink. Pour moi, c'est une de mes plus grosses positions. J'ai pas pour ambition de faire x10 dessus. Mais du coup, Pit, qui est beaucoup moins capitalisé, qui est dans un écosystème qui est dans une bonne dynamique. Voilà, c'était un moyen d'être exposé à l'écosystème Solana sans être sur Solana. Ouais, non, moi je trouve que c'est super intelligent de faire ça. Et mon portefeuille, il est constitué déjà depuis un petit moment aussi. Et tu vois, j'ai fait une vidéo début octobre. Si je devais repartir à zéro avec 10 000 $, dans quoi j'investirais? J'ai inclus Solana, malgré mon manque de conviction sur le projet, parce que effectivement, ça semble aujourd'hui quand même un des projets, des écosystèmes incontournables. Ouais, malgré. Putain, c'est dingue de te dire ça. En bourse, tu mets un projet comme ça qui tient pas la route, mais jamais de la vie ça perf. Jamais de la vie. Oui. Mais bon, c'est la crypto. C'est ça. Pour toi, c'est quoi le meilleur moyen de gagner de l'argent en crypto? Oh la vache! J'avais 4 heures. Meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est d'acheter Bitcoin et d'attendre. Ah, c'est nul ça, ça fait tellement pas rêver. Ça va pas faire de vues sur YouTube. Hein. Ça fait pas rêver, hein. Bah ouais. Et non, mais enfin, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent en crypto, c'est d'attendre en fait. Alors, deux choses. C'est de comprendre les cycles et ensuite d'acheter et d'attendre. Si on est dans le bon moment. Mais à partir du moment où, enfin, tu vois, c'est con, mais si t'achètes au bon moment, proche d'un bottom ou dans une logique de marché stagnant qui a déjà vécu un marché baissier, mais il peut pas t'arriver grand chose derrière en fait. En fait, donc j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis ça. Mais après, en fait, il faut le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah oui, c'est évident, machin, tout ça. Sauf que dès qu'ils voient une crypto, ah tiens, j'ai pas vu cette crypto, ah ouais, ce projet il me plaît, machin, boum, j'achète. Bah non, t'as regardé si d'un point de vue marché, c'était intéressant, tu vois. Comme les gens qui achètent, non, mais en fait, XRP. En fait, c'est pas si évident que ça. En fait, c'est évident à dire, mais c'est pas évident à faire. Tu vois? C'est-à-dire que sur le papier, bah oui, ça semble logique. Moi, quand je dis à des personnes qui sont pas, tu vois, qui s'y intéressent vite fait, et que je leur dis, bah tu peux identifier des zones d'investissement intéressantes, comme ce que tu as décrit, et des zones intéressantes pour prendre des profits. Bah t'achètes, tu revends et tu encaisses la plus-value. C'est pas compliqué. Bah si c'était si simple, tout le monde le ferait. Bah oui, mais c'est pas si simple. Ouais, je sais bien. Enfin, c'est si simple, mais c'est pas si facile. Tu vois, moi, ce que je trouve dommage, c'est que, comme tu dis, c'est pas si simple, mais si facile, mais c'est que il faut faire des efforts. Tu vois, et aujourd'hui, dans un monde où la logique d'effort, elle est pas forcément trop valorisée. On valorise des gens qui ont fait, comme tu disais tout à l'heure, millionnaire avec Shiba, on met en avant des gens comme ça, des gens qui montrent beaucoup, et ainsi de suite. Mais montrer l'effort, montrer le travail, montrer ce que ça demande comme temps, tu vois, mais ça, c'est la vraie vie, en fait. Et c'est ça qui fait gagner les trucs. C'est parce que t'as des mecs qui passent du temps, qui réfléchissent d'une manière particulière, qui réussissent, tu vois. Et on montre toujours la finalité, mais pas le chemin, tu vois. Alors que pourtant, le chemin, c'est ce qui te fait à la fin gagner, tu vois. C'est aussi ça dans cette logique-là, quoi. Donc, ça serait bien que, ouais, justement, on puisse justement se dire, oui, acheter au plus bas ou proche d'un bottom, c'est simple et finalement, ça te met à l'abri de tout. Mais fais les efforts pour comprendre le marché, pour comprendre l'actif sur lequel tu vas acheter, pour comprendre le timing dans lequel tu te situes, et en fonction de ça, ok, là tu pourras prendre une bonne décision. Mais déjà, t'as 3 étapes ou t'as 3 efforts à faire. Quand t'as des gens qui arrivent et qui veulent, moi je vais acheter des cryptos, tu vois. C'est quoi la qualité numéro 1, la plus importante à avoir pour un investisseur crypto? Ah bah c'est la patience. Hein. Si t'es pas patient, t'es mort. Hein.
C'est marrant, mais c'est ce que j'ai toujours tendance à dire, mais l'investisseur, en fait, un investisseur, 98% de son temps, il le passe à attendre. Et 2% de son temps, il va le passer à acheter ou à vendre. Mais 98% de son temps, il passe à attendre. Donc en fait, si t'es pas prêt à attendre, ben n'investis pas. Sinon, t'es mort en fait. Il y a des études qui montrent que plus tu fais d'actions d'achat-revente, moins t'es performant sur le long terme. Ah oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Tout à l'heure, tu parlais je vais revenir sur la prédiction de prix. Tu parlais d'un Bitcoin à 400 000 $, que c'était une hypothèse, voilà, qui pourrait se réaliser. Si on parle sur ce cycle, l'hypothèse pour toi la plus probable en termes de boule de cristal. C'est à ce moment-là, Madame Irma, je mets la perruque et c'est parti. Je pense qu'il y a une vraie probabilité qu'on ait un super cycle. Je le pense aussi. Donc, je dis pas que moi, c'est ma deuxième probabilité. La première, c'est assez simple, c'est Bitcoin à 200 000. Ce qui fait qu'on double le market cap à l'heure actuelle. Et là-dessus, si on arrive déjà à 200 000, ça sera déjà excellent. Pour moi, c'est ça. 200 000. Après, j'aurais pu dire 190, j'aurais pu dire 192,8. Il y a un peu de pifomètre aussi, il faut être lucide sur tout ça parce que personne sait, mais je me dis, si on arrive, tu vois, je vais prendre la question dans ce sens-là. Si on arrive à 200 000 $, moi dans ma tête, je me dis qu'on aura fait vraiment un cycle complet, à l'image de ce qui a pu avoir lieu sur les précédents. Voilà. Si on fait 160, on fera 160. Mais comme je t'ai dit, moi je me base pas par rapport au prix, par rapport au prix du Bitcoin pour revendre. Je me base vraiment par rapport à la psychologie de masse. Donc c'est pour ça que je suis assez détaché par rapport au prix. Si demain on arrive à 120 000 $ et que j'émets tous mes indicateurs de psychologie de masse qui sont au taquet du taquet parce qu'on est en euphorie totale, je vends en fait. Même si Bitcoin est à 120 000 et que finalement je suis peut-être x2 sur mon portefeuille. Bien sûr, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup l'approche. Pour finir, quel serait un conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer, quelqu'un qui débute, même si tu en as déjà partagé plusieurs? Par quoi commencer? C'est quoi la première étape? T'imagines que sur cette question, t'en as, ils disent, faut acheter des mêmes coins. Franchement, la première étape, en fait, je suis partagé. Parce que d'un côté, je me dis, dans une bonne logique, quelqu'un qui veut faire les choses correctement, il doit être dans une logique d'apprentissage avant de passer à l'action. Ouais. Sauf que ton cerveau, il est pas mis comme ça, il est pas organisé de cette manière-là. C'est que si tu mets, ne serait-ce qu'un peu de sous, tu mets 50 € sur Bitcoin, tu vas avoir des processus d'apprentissage qui vont être beaucoup plus accélérés pour comprendre ce que tu viens de faire. C'est un peu contre-intuitif, hein. Et du coup, tu vas apprendre plus vite parce que t'es skin in the game. Alors que si tu attends et que t'es là pour apprendre et ensuite tu vas investir, tu vas apprendre mais moins vite avec moins d'envie, tu vois. Donc, moi, admettons si je commence la crypto à l'heure actuelle aujourd'hui, je me dis, je regarde ce que je peux mettre et ce que je peux entièrement perdre. Et si demain je dois le mettre par la fenêtre, mon argent, tu vois, si je dois mettre 100 ou 200 € par la fenêtre et que ça m'embête pas, je les mets sur Bitcoin. Déjà, je m'embête pas à aller chercher sur une autre crypto. Je les mets sur Bitcoin. Je regarde l'évolution de mon portefeuille tous les jours, tu vois, pour voir, ça bouge, oui, ça fait ça, oui, ça fait ça. Tu vois, je prends conscience un peu de la volatilité de la chose. Et en même temps, je commence à me former, à comprendre ce qui se passe et aller voir des personnes ressources. Tu vois? Pas des gens qui analysent le marché tous les jours, mais des gens qui vont proposer un peu plus de fondamental, enfin les connaissances de base. C'est quoi la blockchain? C'est quoi la cryptographie? Le reportage sur Arte, par exemple, le mystère Satoshi est exceptionnel. Enfin, tu vois, excellent. Des choses où tu peux te dire, t'es un peu en mode Netflix consommation, tu vois. Et tu vas pas tout de suite sur Cryptomatrix qui dit que la moyenne mobile 50 va croiser avec la moyenne mobile 200. Alors,
C'est pas. Et pourtant, les débutants ont tendance à aller vers ce genre de contenu. Mais tu vois, plutôt faire du documentaire vers des choses qui vont permettre de bien comprendre dans le milieu où on est. Et c'est vrai que le mystère Satoshi est un exemple parmi d'autres. Surtout ça, quoi. Ouais, mais ouais, j'aime bien. En tout cas, moi, c'est un documentaire que je recommande à tous ceux qui s'intéressent au sujet, qui veulent en savoir un peu plus. Je leur dis, regarde ce documentaire, il est vraiment très bien fait. Ah, c'est clair. Ok, top. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit mot pour terminer? Eh ben, écoute, hormis le mot de la patience que j'ajoute, ça sera, je pense que on va rester sur cette note de soyez là dans 5 ans, soyez là dans 10 ans, et puis on va discuter. C'est ça, prenez le temps pour pas être écœuré, parce qu'on peut aussi être écœuré du marché à vouloir aller trop vite et être trop impatient à vouloir faire des gains rapides, et puis mettre des sommes qu'on n'est pas non plus prêt à perdre. Parce que le marché est très volatile, et autant dans un sens ça dérange pas, autant dans un autre ça pose problème. Ah, c'est ça, c'est clair. Bon, en tout cas, merci beaucoup. J'étais ravi que tu acceptes l'invitation, ravi d'avoir pu échanger avec toi pendant un peu plus d'1 heure maintenant. Donc merci beaucoup. Plaisir partagé, Joe. C'était un plaisir de pouvoir discuter crypto avec toi. Et je vous souhaite à tous le meilleur. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.